C'est l'histoire d'un gamin de 16 ans au lycée et à temps partiel chez McDo, qui a rendu fou Apple en quelques jours. Il a réussi à faire ce que personne n'avait jamais réussi, rétro-ingénierer l'application iMessage. En quelques jours, Apple, furieux, a dû prendre des mesures pour contrer la découverte de ce jeune homme et ça a foutu un énorme bordel dans la sphère tech. Juste avant de vous raconter, j'ai une annonce très courte. Dans cette vidéo, on va parler de hacking et de rétro-ingénierie. Et on peut pas trop rentrer dans le détail pour ne pas perdre tout le monde. Mais si c'est des sujets qui vous intriguent et que vous voulez en apprendre plus, voire peut-être même faire vos études là-dedans, sachez que le 27 janvier prochain, on organise en partenariat avec l'école Oteria Cyber School un challenge pour découvrir la cybersécurité. C'est pendant la journée porte ouverte de l'école de 14h à 17h et c'est ouvert pour les terminales, les Bac+2 et Bac+3. Il y a plusieurs niveaux de difficulté pour que tout le monde s'amuse. On vous a concocté un petit scénario très sympa où vous devrez retrouver des arnaqueurs. Ça risque de vous rappeler quelques souvenirs. Et vous allez voir, les JPO d'Oteria ont toujours une ambiance très cool, informelle, et je serai bien sûr présent pour co-animer le challenge avec Hugo et Joris, deux étudiants de Oteria. Les infos sont en description et on revient à Apple victimisé par un gamin de 16 ans. Depuis des années, il y a un nombre de tentatives pour essayer de percer les secrets des serveurs d'Apple, d'iMessage, pour utiliser la messagerie sur des appareils qui ne proviennent pas d'Apple. On rêve, on a un peu ce fantasme de l'appli qui réunirait tout au sein d'une même interface épurée, clean. Pour atteindre ce rêve, il faut comprendre comment chaque messagerie fonctionne. Et parmi elles, Apple pose toujours problème depuis des années. Ils sont absolument intraitables et préfèrent mourir que de laisser accès au serveur de iMessage. Alors peut-être qu'il y en a qui se souviennent, il y a moins de 10 ans, des premiers services ont essayé de trouver un moyen. Est-ce que vous vous souvenez de Rambox? Non. C'était des applications qui, en fait, regroupaient dans des onglets chaque messagerie. Et en fait, c'est possible parce que la plupart de ces messageries ont un service qui fonctionne sur le web. C'est pas que des applications téléphone. Souvent, on peut y accéder sur le web. Et en fait, grâce à Electron, qui permet en fait de regrouper tous les sites en un seul endroit, ça permet en fait à partir d'un site web en JS, l'intégrer à une application de bureau et plus que ce soit sur un navigateur internet. Je sais que j'ai déjà essayé ce genre d'appli, mais bon, c'est pas non plus dingue et ça ressemble quand même à une sorte de navigateur au final. Donc ça reste un peu décevant. Ça marche bien, mais c'est lourd. Évidemment, ceux qui connaissent Electron, en fait, ça embarque un Chromium. Donc en fait, c'est comme si on avait un deuxième navigateur d'ouvert, ça multiplié par toutes les applications, parce qu'évidemment, plein d'applications utilisent Electron. On peut citer Discord, Spotify, Slack, même l'app native. Bref, ça fait qu'au final, on se retrouve avec 10 Chromium sur notre ordinateur et tout ça. C'est une usine à gaz. Ça devient une usine à gaz. Alors même si maintenant on a plein de RAM, bon, c'est joli, mais c'est pas ultra pratique. Et puis il faut quand même aller d'onglet en onglet. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas, t'as pas une inbox unifiée avec tous tes messages dedans. Ça, c'était la première possibilité qui a honnêtement bien marché. C'est toujours disponible hein, s'il y en a qui veulent tester. La deuxième possibilité, un peu plus maligne, c'est de décorréler le front-end du back-end. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de prendre tout le service avec son interface graphique et de le mettre dans un onglet en particulier, c'est de s'affranchir de l'interface graphique et d'utiliser ces messageries via leur API, et donc pour dialoguer directement avec les serveurs d'une application, d'une messagerie, que ce soit Instagram, que ce soit Messenger, etc. Et dessus, le service qui décide de faire ça et de centraliser tout va créer sa propre interface, et du coup va faire en sorte que ça soit la même interface pour toutes les applications, pour que ça soit plus joli et plus pratique. C'est honnêtement moins lourd, plus malin, assez cohérent en termes d'expérience utilisateur. Et il y a une application bien connue que tu as utilisée qui a fait ça, qui s'appelle Text. Alors c'est payant, mais je sais que tu l'as utilisé gratuitement pendant pas mal de temps. Ouais, je l'ai pas mal utilisé. Et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à préciser, c'est que c'est pas si évident ce concept, je pense, à expliquer pour les gens, c'est pas si évident que l'interface et le serveur soient deux choses totalement décorrélées. Je pense que toi, quand tu utilises Messenger ou WhatsApp ou des trucs comme ça, tu utilises Messenger ou WhatsApp, tu réalises pas qu'en fait, l'interface que tu as sous tes yeux, c'est quelque chose qui est en local sur ton téléphone et qu'il y a des requêtes qui discutent avec un serveur qui lui-même vit sa vie, entre guillemets. Et du coup, c'est un truc qu'on peut dire aux gens, c'est qu'il est possible de créer des interfaces alternatives en reproduisant exactement toutes ces requêtes. Alors, faut pas se tromper parce qu'on se fait flag entre guillemets par le serveur. Mais du point de vue du serveur, c'est possible de entièrement répliquer le comportement de l'application Instagram ou Messenger, mais en changeant l'interface. Et c'est exactement ça que utilisent des applis comme Text, qui passent un temps fou à observer et comprendre comment marche le serveur. Donc, quel type de protocole ils utilisent pour dire
il y a un nouveau message, ou comment ils encodent le fait qu'il y a une pièce jointe. Bref, il faut comprendre tout ça dans toute sa complexité, l'authentification, etc. pour après les interconnecter et faire une sorte de standard universel. Et enfin, créer une interface intuitive jolie par-dessus. Donc tout ça, c'est un travail titanesque qui a pas été fait pendant très très longtemps, jusqu'à une des premières applis qui fait ça vraiment très très bien, c'est effectivement Text. Le seul problème, c'est que du coup, c'est beaucoup de travail et du coup, c'est payant. Et payer 30 balles par mois pour optimiser ta productivité de messagerie, bah voilà, c'est quand même pas donné. Globalement, à part, si t'es vraiment un ouf de la productivité, tu seras content de les payer, mais pour le commun des mortels, ça fait un peu chier. Tout ça pour dire que ça reste le meilleur de ce qui est possible actuellement, où tu as accès à toutes tes grandes messageries dans une interface type macOS native, ce qui est le mieux que tu puisses rêver honnêtement en termes d'expérience. Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que tu viens de raconter, globalement, il y a des API qui sont publiques. Et donc ça, pour le coup, c'est documenté. Par exemple, Instagram a une API publique et tu peux faire quelques actions. Donc on pourrait dire que ces applications utilisent ces API publiques. Elles font ça pour toutes les API de chaque messagerie. C'est un peu fastidieux, mais ça se fait. Le problème, c'est que c'est souvent ces API publiques en fait sont souvent bridées. Typiquement sur Instagram, j'ai regardé, faut un compte professionnel. Tu peux pas faire toutes les actions. Quand tu réponds à un message, c'est forcément un message de la messagerie générale et pas principale. En fait, c'est bridé. Pourquoi c'est bridé ? Parce que sinon, ça serait utilisé massivement par des bots. Alors, paradoxalement, ça n'évite pas les bots sur Instagram, mais en tout cas, elles peuvent pas fournir des API publiques permissives. Permissive, merci. Parce que, en fait, il y a un problème de bot derrière qui pourrait être compliqué. Et donc, en fait, si on veut utiliser les API publiques, ça devient trop complexe de les utiliser dans une application stable où on veut pas mal de features, pouvoir envoyer des messages, y répondre, etc. Et donc, la solution, c'est de passer par ce qu'on appelle des API privées. Mais le problème quand elles sont privées, c'est qu'elles ne sont pas publiées par les éditeurs des messageries. Et en fait, c'est des API que des petits gens chez eux rétro-engineer. Donc ils essayent de comprendre comment fonctionne une requête, ils analysent les requêtes et parfois, pour le bien de la communauté, ils les publient sur GitHub et tout le monde peut s'en emparer. Pourquoi c'est si compliqué pour le cas de Apple? Pourquoi Apple réussit là où Instagram échoue à mettre des barrières à l'entrée de son application et de ses API. Moi, je trouve ça dingue. Est-ce que vous avez des petites idées? De ce que j'ai quand même compris, c'est qu'une des spécificités d'Apple, c'est que comme ils maîtrisent toute la chaîne du hardware jusqu'à la moindre application qui est déployée sur leur machine, eh bien, ils peuvent mettre en place certaines sécurités. Je sais qu'ils, par exemple, ils ont pour le déploiement de systèmes d'exploitation, de firmware sur leur device, sur iPhone, ils arrivent à faire des choses que beaucoup d'autres constructeurs n'arrivent pas. C'est-à-dire empêcher totalement le fait de revenir à une version intérieure de iOS, par exemple, de faire des jailbreaks, des trucs comme ça. Donc globalement, j'ai l'intuition que la maîtrise du hardware leur permet souvent d'avoir des chaînes de certificats, donc on va dire des chaînes de confiance qui sont très très dures à impersonnifier, comme on dirait, ou à casser, quoi. C'est pas loin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que c'est Apple qui a un écosystème très fermé. Mais en fait, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, c'est pas les seuls. C'est que c'est l'un des rares à contrôler et le software et le hardware. Et du coup, ça me paraît impossible. Enfin, de ce que tu dis, là, ça paraît impossible. Ça paraît impossible, puisque tu vas pas inventer des numéros de série, tu vas pas transformer des puces hardware de ton Android en un iPhone. Donc, ça paraît impossible. Il va y avoir on va parler d'une solution alternative et qui existait déjà il y a quelques temps, parce qu'il y a une possibilité de bypass, mais qui est moyennement satisfaisante. Et il y a une possibilité incroyable. C'est là qu'intervient la société Beeper, dont on a entendu parler ces derniers jours. C'est une société qui a été créée il y a un peu moins de 3 ans par Eric Mijikowski. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mec. Moi, c'est un mec que j'ai connu par son projet des Pebble Watch. C'était avant l'Apple Watch. Malheureusement, son business n'a pas réussi à survivre après la sortie de l'Apple Watch. Mais c'était des montres connectées avec un écran e-ink. Moi, je trouvais ça incroyable. J'étais tout jeune et c'était mon rêve d'en avoir une. Et depuis 2-3 ans, il a créé Beeper, qui a un petit peu la même mission que Text. Sauf que eux, ils ont décidé d'utiliser pour ça un nouveau protocole de communication temps réel qui s'appelle Matrix. C'est un protocole ouvert qui est très cool, honnêtement, qui permet de faire de la communication temps réel assez décentralisée. Et en fait, ils s'attachent, eux, à créer un pont entre chaque messagerie déjà connue, WhatsApp, Instagram, etc., et Matrix. Et ils le postent en open source sur GitHub. Donc en fait, ça crée des ponts que d'autres gens pourront réutiliser. Tout ça pour en faire une application Beeper qui rassemble
toutes les communications. On revient à ce désir d'unifier toutes les communications. Tout ça, c'est très cool. Hein. Ils font un taf incroyable, Beeper. Franchement, c'est une société très chouette. Toujours impossible de s'interconnecter avec iMessage. Et merde. C'est incroyable. À cause de cette contrainte, il faut un matériel Apple pour l'utiliser. En fait, dans la chaîne d'authentification d'un matériel Apple, il y a son numéro de série, son modèle et l'UID du disque qui s'y sont utilisés. Les trois en même temps. Ça commence à être un peu chaud. Alors, il y avait une solution qu'utilisait Beeper jusque-là. Ces derniers mois et années, et d'autres services également, c'est de passer par un Mac. Et Text utilisait ça. C'est qu'en fait, un Mac, il peut utiliser iMessage. Si on n'a pas de Mac, Beeper avait une solution à vous proposer. Acheter un Mac. Ils ont acheté des centaines de Mac mini, très exactement 700, pour en fait servir de relais au iMessage. MDR. Super. Et donc, ça fonctionnait comme ça. Ouais, non, mais ça n'a aucun sens. Mais alors, quand tu réfléchis, vraiment le problème. C'est complètement, c'est un peu con, même en termes de, enfin, c'est con dans le principe. Dans le principe, même en termes de sécurité, ton message, il est plus chiffré de bout en bout parce que quand il arrive sur le Mac, il est déchiffré. Bah oui. Donc, pour le renvoyer sur un autre appareil, tu peux le rechiffrer, mais c'est un peu crado. T'as un problème dans la confiance de ton message, quoi. Voilà, exactement. C'est de la bidouille, c'est très cher. Et ça a semi-marche en fonction de si ton implémentation elle est bonne. Jusqu'à cet été, un beau jour d'été, où Eric Mijikowski, le CEO de Beeper, reçoit au début du mois d'août un message Discord du compte JJTech0130. Et ce message dit « J'ai réimplémenté iMessage » avec un lien vers un projet GitHub. Ce projet GitHub, c'est un POC écrit en Python pour utiliser iMessage depuis n'importe quel appareil. Donc là, Eric, il se dit « Bon, ça fait quand même 3 ans que je bosse sur le sujet. Petit rigolo. » Il essaye le projet. PTDR, ça marche. Genre, il est là en mode, mais il n'en revient pas. Mais quoi ? Derrière ce pseudo se cache en fait James Gill. Il a 16 ans. Et il a codé ça à côté du lycée, d'un temps partiel au McDo et de cours de robotique parce qu'il est passionné par la robotique. C'est la définition même du craquito, selon moi. Genre, personne n'a réussi à faire ce qu'il a fait en des années que iMessage existe. Et lui, il fait un POC Python qui fonctionne. Cette histoire me rend dingue. Voyant l'opportunité, Eric lui a proposé de remplacer son temps partiel au McDo par un temps partiel chez Beeper. Et donc, en fait, il a un peu racheté la technologie. Et du coup, Beeper a implémenté cette technologie. Alors, comment il a fait ? En fait, il a commencé, comme tout le monde, à essayer de rétro-ingénierer iMessage. Et déjà, il a quand même appris des choses que potentiellement d'autres gens savaient, mais qui sont intéressantes. C'est que iMessage fonctionne grâce aux notifications push de l'iPhone. Et en fait, c'est un système qui est bidirectionnel. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait que dans un sens, vers ton iPhone. Et en fait, non. C'est un modèle qui va dans les deux sens. Et iMessage repose entièrement sur cette brique. Il n'y a pas de serveur iMessage, en fait. C'est les serveurs de notifs d'Apple qui sont derrière iMessage aussi, en fait. Ouais, de ce que j'ai compris. Et c'est là que le move de génie intervient. Il s'est demandé, est-ce qu'il y a un autre service Apple qui fonctionne sur un autre appareil qui n'est pas d'Apple ? Et il a trouvé, il y a Apple Music sur Windows. Ok. Et du coup, le mec, en détente, il s'est dit, je vais rétro-ingénierer Apple Music sur Windows. Et peut-être que ça me donnera des briques pour pouvoir faire la même chose sur iMessage. En fait, il va voir comment Apple Music se connecte au serveur d'Apple sans du coup un UID, enfin sans un Apple ID, parce que ça reste un ordinateur sous Windows ouais. quoi. Et en fait, il va se dire, je vais appliquer ce raisonnement à iMessage et je vous la fais très simple. Ça va marcher. Globalement, ça va marcher. Il va réussir à obtenir les clés de chiffrement iMessage pour pouvoir communiquer avec les serveurs d'Apple. Donc voilà, il a découvert que le serveur d'activation, il s'appelait Albert chez Apple. Mais il a fait ce POC et du coup, Beeper, a pris ce projet, il se dit ok, on va l'implémenter. Donc ils ont pris le POC, ils l'ont bien réimplémenté, ils ont mis les features aussi, le pouvoir s'échanger des photos, des vidéos, le pouvoir voir les trois petits points quand quelqu'un écrit. Tout ça c'est du taf qu'a fait Beeper. Ah oui, j'avoue. Ah mais on n'y pense pas. Ouais, non mais en vrai il y a eu plusieurs, je crois qu'il y a eu 2-3 mois de travail une fois qu'ils avaient le POC en Python et puis pour le mettre en production. Mais tout ça, oui, il faut refaire un iMessage quand même avec les fonctionnalités d'un iMessage. Et là, c'est le moment où on se dit, c'est nickel. C'est nickel. Ça fait des années qu'on n'a pas iMessage dans des applis de ce genre-là. Personne n'y arrive. Un gamin craque le game. Apple en PLS. Mais attends, au moment où ça fuite, genre Apple, ils peuvent changer quelque chose. Alors, au moment où il a posté ça s'appelle Pipuche, le POC en Python. Il s'est rien passé parce que c'était en août, il me semble. Par contre, il y a quelques jours, Beeper lance son nouveau service, Beeper Mini. C'est une application sous Android qui est donc un iMessage pour Android
chose que Apple essaye de combattre depuis des années. Ils le sortent avec un magnifique billet de blog qui explique tout comment ils ont fait, qui explique l'histoire avec ce fameux James qui a 16 ans. D'ailleurs, il y a aussi un billet de blog. Oui, ça s'appelle vraiment littéralement comment Beeper Mini. Oui, bien sûr. Et puis c'est quand même assez documenté. Il y a un lien vers le POC en Python, le pipuche. En 3 jours, Apple va changer son système et shutdown Beeper Mini. Non. Mais c'était sûr. C'était sûr, et en même temps, oui et non. Parce que ils ont affirmé il y a quelques jours ou quelques semaines qu'ils allaient implémenter RCS, qui est un peu le successeur des SMS que Google a développé pour Android et qui est un peu un iMessage-like, sauf que c'est pas iMessage. Et je crois qu'ils ont été obligés par la Commission européenne de l'implémenter. Donc, dans quelques mois, ils vont devoir être obligés de, en plus iMessage, implémenter RCS, qui est un protocole de communication bien plus sécurisé que le SMS. Donc on pourrait se dire, bon, ok, ils ont fait un message, mais de toute façon, tout le monde va en profiter de ces features dans quelques mois. Non, c'est beaucoup trop, marcher sur ces plates-bandes d'utiliser iMessage. Et avant que ça soit shutdown, Beeper Mini, et en fait, il disait que normalement, l'ingénierie inverse à des fins d'interopérabilité est protégée par le Digital Millennium Copyright Act, le fameux DMCA, dont on entend tant parler sur Twitch. Normalement, d'un point de vue légal, si c'est à des fins d'interopérabilité, tu as le droit de rétro-ingénierer ça. Mais en fait, là, ils ont juste changé leur système en interne. Ils ont très bien su comment ils faisaient Beeper Mini et se sont dit, on va faire différemment. Allez. Et du coup, a priori, c'est juste qu'ils vont pas se faire attaquer en justice, Beeper Mini. Mais le service, on peut faire une croix dessus, quoi. Mais c'est fou ça aura duré 4 jours. C'est fou que Apple réagisse en 3 jours. Et alors, aujourd'hui, depuis, Beeper Mini refonctionne, mais nécessite un Mac. Ah oui. Et un Mac à soi. Parce que du coup, en fait, la flotte des 1600 Mac Mini, elle s'est fait flag de ouf. Ah ouais. Apple, il veut se dire, ok, toutes les authentifications qui viennent de ces Macs, c'est ciao. C'est bam. C'est